bienvenue à tous. Nous vous retrouvons ce soir pour une nouvelle édition de Monsieur Mystique, Histoire d'horreur. Ce soir, nous vous apportons cet récit terrifiant et véridique de gardiens de parc, des histoires qui vous feront douter de ceux qui rôdent réellement dans les zones sauvages les plus protégées d'Amérique, et des gardiens chargés de les protéger. Ces récits ne sont pas des fictions, mais des rencontres réelles partagées par des gardiens de parc qui se sont aventurés dans les recoins les plus reculés des forêts nationales et des parcs d'État, pour y affronter quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu anticiper ou expliquer. Chaque histoire a été soigneusement recherchée et vérifiée grâce à des témoignages, des rapports d'incidents officiels et des documents d'appui de ceux qui y étaient. Les gardiens de parc sont formés pour affronter l'inattendu. Pourtant, ce que ces 7 hommes et femmes ont rencontré défiait toute logique, tout protocole et toute explication rationnelle. Les forêts recèlent des secrets que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Si vous aimez le contenu d'horreur authentique, ancré dans des événements réels qui vous tiendront éveillé la nuit, abonnez-vous à Monsieur Mystique, Histoire d'horreur et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières enquêtes sur l'inconnu. Après avoir écouté ces récits glaçants de disparitions inexpliquées, de rencontres paranormales et de mystères troublants qui restent non résolus à ce jour, nous voulons entendre vos propres récits dans les commentaires ci-dessous, vos rencontres avec l'inexpliqué, que ce soit dans les bois ou ailleurs. Installez-vous confortablement tandis que nous explorons les ténèbres qui habitent la forêt profonde, là où la civilisation s'arrête et où quelque chose d'entièrement différent commence. Ryan avait terminé son briefing matinal avec les autres gardiens à la station Nord, récupérant ses missions pour la patrouille de la journée. C'était un vétéran de 15 ans du service des parcs, un homme dont le visage buriné et le calme imposaient le respect à la fois à ses collègues et aux visiteurs. Son itinéraire cet après-midi-là le mènerait à travers les sections les plus reculées du sentier Nord, un chemin qui serpentait à travers une forêt dense et un terrain rocheux, passant par des zones où la réception des téléphones portables devenait aléatoire, voire inexistante. Ryan préférait ses patrouilles solitaires. Il y avait quelque chose de méditatif à marcher sur les mêmes sentiers, à comprendre les subtils changements dans l'écosystème forestier, à remarquer quand quelque chose n'était pas à sa place. Il était environ 15 heures lorsque Ryan aperçut le sac à dos. Il marchait depuis près de 6 heures, et ses jambes le portaient avec l'aisance pratique de quelqu'un qui avait fait ce trajet des centaines de fois auparavant. Le sac à dos était posé bien droit sur un gros rocher à côté du sentier, délibérément placé dans une position qui suggérait une intention plutôt qu'un abandon. Il n'était ni usé par les intempéries ni recouvert de mousse. Il était propre, récent. Ryan s'en approcha avec prudence, son instinct de gardien enregistrant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le sac à dos était un modèle de randonnée de qualité, du genre que l'on achète dans un magasin spécialisé. Lorsqu'il l'ouvrit soigneusement, il découvrit des objets qui dessinaient le portrait d'une randonnée planifiée pour la journée. Il y avait une bouteille d'eau presque pleine, un sandwich à moitié mangé enveloppé dans du plastique, assez frais pour qu'il puisse sentir le jambon et le fromage suisse, une veste de pluie légère pliée soigneusement, une carte des sentiers du parc marquée d'un itinéraire qui ne s'étendait que sur 2 miles au-delà de cet endroit. Et il y avait un journal, relié en cuir et neuf. Ryan ouvrit le journal avec un soin méthodique, comme le ferait quelqu'un formé à la préservation des preuves potentielles. L'écriture à l'intérieur était soignée, presque méticuleuse, appartenant à quelqu'un qui avait pris le temps de documenter son expérience. Les premières entrées dataient de 3 jours plus tôt, retraçant l'arrivée du randonneur dans la région, son excitation à explorer les territoires du Nord, ses projets de terminer le sentier marqué avant la soirée. La dernière entrée était datée de ce même jour, écrite aux premières heures du matin avant le début de la randonnée. Ryan lut les derniers mots écrits dans le journal, et ils le firent s'arrêter. L'entrée disait « Quelque chose me suit. Je l'ai entendu à l'aube, quelque chose de gros se déplaçant dans les arbres derrière la cabane. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu le bruit de pas lourds brisant des branches. Quand j'ai appelé, le bruit a cessé. Maintenant, il n'y a plus que le silence, mais le silence est pire que les bruits. Je vais randonner sur le sentier quand même. J'ai besoin de savoir que je ne perds pas la tête. J'ai besoin de savoir que la forêt est toujours un endroit où les gens rationnels peuvent marcher sans crainte. Ce journal enregistrera tout ce que je verrai et entendrai. Si quelque chose m'arrive, au moins il y aura une preuve que je n'imaginais pas les choses. » C'était la dernière entrée. Ryan appela la centrale par radio pour signaler sa découverte. En moins de 40 minutes, une équipe de recherche et de sauvetage était arrivée sur les lieux. Ils commencèrent immédiatement une recherche systématique de la forêt environnante, élargissant leur quadrillage en cercle de plus en plus large à partir de l'endroit où le sac à dos avait été trouvé. Ryan les accompagna,
fournissant un contexte et un guidage à travers le terrain. Les heures passèrent. Le soleil commença sa descente vers l'horizon. L'équipe de recherche demanda des renforts, faisant venir des chiens dressés pour localiser des restes humains ou des personnes disparues. Les chiens devinrent agités à un endroit situé à environ 300 mètres de l'endroit où le sac à dos avait été découvert. Ils conduisirent leur maître vers une petite clairière où le sol était perturbé, montrant des signes de quelque chose de lourd s'étant déplacé à travers les sous-bois. Mais il n'y avait pas de corps. Il n'y avait pas de sang. Il n'y avait pas de morceaux de vêtements déchirés ou de signes de lutte. Ce qu'ils trouvèrent, cependant, fut une seule botte posée sur le sentier derrière l'endroit où se tenait Ryan lorsque les chiens s'étaient alertés pour la première fois. La botte était lacée, positionnée comme si quelqu'un l'avait retirée en position debout et l'avait soigneusement posée sur le sol. La recherche se poursuivit jusqu'au soir et s'étendit au lendemain. Des gardiens de parcs de 3 districts différents se joignirent à l'effort. Des équipes de chiens limiers furent amenées. Un hélicoptère équipé d'imagerie thermique balaya la canopée de la forêt. Le randonneur disparu ne fut jamais retrouvé. Aucun corps ne fut récupéré. Aucun reste ne fut découvert. C'était comme si la personne avait simplement cessé d'exister, ne laissant derrière elle que le sac à dos, le journal avec son entrée cryptique finale, et une seule botte posée avec précision sur un sentier forestier. Ryan compléta son rapport écrit ce soir-là, documentant chaque détail de sa découverte et des efforts de recherche qui suivirent. L'affaire fut classée comme une enquête de personnes disparues en cours. Le randonneur fut finalement déclaré légalement mort après la période d'attente appropriée, bien que de nombreuses questions restèrent sans réponse. Ryan reprit son emploi du temps de patrouille habituel. Mais quelque chose en lui avait changé. Il se surprit à penser à l'entrée finale du journal, à la conviction du randonneur qu'il était suivi à travers la forêt. 3 semaines plus tard, Ryan prit une décision qui le mènerait sur une voie troublante d'investigation. Il accéda aux archives du parc, extrayant des dossiers de cas de personnes disparues remontant à plus de 2 décennies. Il cherchait des schémas, tout signe indiquant que ce qui s'était passé sur ce sentier nord n'était pas un incident isolé. Ce qu'il découvrit le perturba profondément. Le premier cas remontait à 1999. Un randonneur avait disparu du sentier nord, laissant derrière lui un sac à dos avec des effets personnels et un journal. Le journal contenait des entrées similaires exprimant une préoccupation d'être suivi ou observé. Le randonneur ne fut jamais retrouvé. L'affaire resta non résolue. Ryan sortit le dossier suivant. 2005, un autre randonneur disparu du sentier nord. Un autre sac à dos avec un journal. Une autre entrée finale sur quelque chose qui le suivait à travers la forêt. Une autre affaire non résolue. Puis une autre. 2008, 2011, 2013, 2016. 7 cas sur 17 ans. 7 randonneurs qui avaient disparu de la même zone générale du parc. 7 sacs à dos récupérés avec des journaux à l'intérieur. Cette entrée finale qui parlait d'être suivie par quelque chose que les randonneurs pouvaient entendre mais pas voir. Quelque chose qui se déplaçait dans la forêt avec une intelligence et un but qui suggérait plus qu'un comportement animal. Et pourtant, 7 cas qui avaient été classés séparément, enquêtés individuellement, sans que les enquêteurs précédents n'aient établi de lien entre eux. Personne n'avait pensé à examiner les journaux de près. Personne n'avait remarqué le schéma. Ryan rassembla tous les journaux et les étala sur sa table de salle à manger à la maison. Il commença à les lire dans l'ordre chronologique, créant une chronologie non seulement des disparitions, mais aussi des schémas comportementaux décrits dans les entrées finales. L'entité, la créature, ou quoi que ce soit qui était présente dans la forêt nord semblait suivre un schéma prévisible. Elle se faisait connaître aux randonneurs aux premières heures du matin avant le début de la randonnée. Elle permettait au randonneur de poursuivre son sentier prévu, restant à distance mais faisant entendre sa présence. Puis, à un point spécifique sur le sentier, marqué sur la carte de chaque randonneur à des endroits presque identiques, la poursuite s'intensifiait. Les journaux décrivaient un moment d'accélération où le son de la créature se déplaçant dans la forêt devenait plus fort et plus proche. Plusieurs randonneurs avaient écrit avoir tourné pour fuir, se déplaçant rapidement le long du sentier en panique. D'autres avaient écrit avoir tenu bon, ayant tenté de faire face à ceux qui les suivaient. Dans chaque cas, c'était là que l'entrée du journal s'arrêtait. Aucun mot final, aucune explication, aucun indice de ce qui s'était passé dans ces derniers instants, juste des pages blanches qui suivaient. Ryan devint obsédé par la compréhension de ce schéma. Il commença à passer ses jours de congé à randonner lui-même sur le sentier nord,
restant vigilant pour tout signe d'activité animale inhabituelle ou d'indicateurs comportementaux qui pourraient expliquer les disparitions. Il interrogea des gardiens de parc qui avaient travaillé dans la région au cours des décennies précédentes. Il parla à des visiteurs qui avaient terminé le sentier et étaient revenus sains et saufs. Il examina les enregistrements météorologiques, essayant d'identifier s'il y avait une composante saisonnière ou atmosphérique aux disparitions. Ce qu'il trouva, c'est que les disparitions se produisaient de manière irrégulière, non liées à une saison ou à un schéma météorologique particulier. Elles semblaient presque aléatoires dans leur timing, séparées parfois par des années. Mais l'emplacement géographique restait constant. La même section du sentier nord, la même plage de bornes kilométriques où les sentiers divergeaient et où la forêt devenait plus dense et plus reculée. Le même schéma de randonneurs disparaissant sans laisser de traces. Ryan commença à présenter des symptômes qui l'inquiétaient. Il eut du mal à dormir, son esprit repassant en boucle les détails des cas. Il devint irritable avec ses collègues. Il commença à manquer des rassemblements sociaux qu'il appréciait auparavant. Son monde entier se rétrécit pour se concentrer exclusivement sur la résolution du mystère des 7 randonneurs disparus et de la force qui les avait réclamés. Un après-midi, alors que Ryan était seul dans la station des gardiens en classant des documents, son superviseur s'approcha de lui et demanda à lui parler en privé. Le superviseur exprima son inquiétude quant à l'état mental de Ryan et son comportement récent. Les collègues avaient remarqué qu'il semblait perturbé. Il avait posé des questions inhabituelles sur des cas archivés. Il avait passé des quantités extraordinaires de temps à rechercher des informations qui semblaient sans rapport avec ses fonctions actuelles. Le superviseur suggéra que Ryan envisage de prendre un peu de temps libre, peut-être de parler à un conseiller ou à un professionnel de la santé mentale. Ryan ressentit de la frustration face à cette suggestion. Il voulait dire à son superviseur le schéma qu'il avait découvert concernant les 7 disparitions et les connexions remarquables entre elles. Mais il sentit, même alors que les mots se formaient dans son esprit, que son superviseur ne le prendrait pas au sérieux. Il serait considéré comme paranoïaque ou obsessionnel. Ryan accepta donc de prendre une semaine de vacances, bien qu'il n'ait aucune intention de se reposer. Au lieu de cela, pendant cette semaine, Ryan mena une expédition non autorisée dans la forêt nord. Il suivit exactement l'itinéraire marqué sur les cartes de sentier des 7 randonneurs disparus. Il apporta avec lui de l'équipement, y compris une lampe torche puissante, un dispositif de communication par satellite, du matériel d'enregistrement et une balise de localisation personnelle. Il était déterminé à trouver soit des preuves de ce qui était arrivé aux randonneurs disparus, soit à rencontrer le phénomène qui les avait réclamés. Ryan marcha sur le sentier pendant 2 jours, retraçant le chemin décrit dans les journaux. Il atteignit le repère kilométrique où, selon les journaux, la créature commençait sa poursuite. Ryan continua d'avancer, attendant que quelque chose se produise. Les heures passèrent. La forêt resta silencieuse, à l'exception des sons normaux de la faune et du vent dans les arbres. Alors que le soir approchait le 2e jour, Ryan installa son camp approximativement à l'endroit où il croyait que les dernières rencontres avaient eu lieu. Cette nuit-là, Ryan resta assis seul dans l'obscurité, enregistrant ses observations dans son dispositif satellite. Il décrivit la forêt autour de lui, les sons qu'il entendait, les sentiments qu'il éprouvait. Il nota l'heure, la température, la direction du vent. Il documenta tout avec une précision scientifique. Il documenta également son sentiment croissant de crainte et de malaise. La manière dont la forêt semblait se refermer autour de lui. La manière dont son esprit rationnel continuait d'insister sur le fait qu'il était seul, même si un instinct plus profond lui disait le contraire. Ce qui s'est passé cette nuit-là resta flou, même dans le propre récit de Ryan. Ses journaux satellites devinrent fragmentés. Ses enregistrements vocaux devinrent incohérents. Il y avait des périodes de silence durant des heures, suivies de Ryan chuchotant des observations si doucement qu'elles étaient à peine audibles. Quand le matin arriva, Ryan émergea de la forêt et revint à la civilisation. Il ne déposa pas de rapport officiel sur son expédition non autorisée. Il ne discuta pas de ce qui s'était passé cette nuit-là avec ses collègues ou son superviseur. Il revint au travail après ses vacances. Mais quelque chose de fondamental en lui avait changé. Il était plus silencieux, plus réservé. Il ne posait plus de questions sur les cas de personnes disparues. Quand les collègues lui demandaient directement ce qu'il avait vécu lors de son expédition, il répondait simplement qu'il n'avait rien vécu d'inhabituel. Cependant, Ryan fit une chose avant de démissionner de son poste 6 mois plus tard. Il organisa soigneusement toutes les entrées de journal des 7 randonneurs disparus et les plaça dans une enveloppe sécurisée.
Il scella l'enveloppe et écrivit une note à l'extérieur indiquant que si quelque chose lui arrivait un jour, cette enveloppe devait être ouverte et son contenu examiné par quelqu'un en position d'enquêter davantage sur le sentier nord. Il laissa l'enveloppe à un collègue de confiance, avec une brève explication verbale selon laquelle il y avait un schéma dans les disparitions qu'il croyait mériter une enquête sérieuse. À ce jour, les 7 randonneurs disparus n'ont jamais été retrouvés. Le sentier nord continue d'être utilisé par les visiteurs, et les gardiens de parc continuent leur patrouille sans savoir ce qui peut les observer depuis les sections les plus sombres de la forêt. Aucune enquête officielle n'a jamais été lancée sur le schéma des disparitions ou les connexions entre les cas que Ryan a si méticuleusement documentés. L'enveloppe contenant les journaux reste en possession de l'ancien collègue de Ryan, bien qu'elle n'ait jamais été ouverte ni utilisée. Le service des parcs maintient sa position officielle selon laquelle les disparitions sont des incidents sans lien, des tragédies isolées qui, malheureusement, se produisent lorsque des individus s'aventurent dans des zones sauvages reculées. Et Ryan, qui a quitté son poste dans le service des parcs et a déménagé dans un autre état, n'est jamais retourné dans la forêt. Il ne parle pas de ce qu'il a vécu cette nuit-là dans les bois. Il n'offre aucune théorie sur ce qui s'est passé. Il reste silencieux, comme s'il était incapable d'expliquer ce qu'il avait appris dans cette forêt sombre où la civilisation s'arrête et où quelque chose d'entièrement différent commence. Lucie avait toujours cru que les bois étaient, en fin de compte, un lieu régi par l'ordre naturel. Prédateurs et proies, le cycle de la décomposition et de la renaissance qui façonnait chaque arbre, chaque brin d'herbe, chaque animal éphémère de son parc. Elle ne se considérait pas comme superstitieuse. Son enfance avait été marquée par la raison, la discipline de ses parents scientifiques, de longs après-midi dans le fond des amphithéâtres avec ses devoirs tandis que des hypothèses compliquées étaient expliquées au-dessus d'elle. En tant que gardienne de parc, elle aimait cette sensation de structure, les journaux de patrouille, les listes de contrôle, le balayage régulier des sentiers familiers. Des rumeurs étranges circulaient parmi ses collègues, bien sûr. Des figures fantomatiques dans des cabanes trempées par la tempête, des silhouettes sombres arpentant la lisière des arbres au crépuscule. Une voix chuchotée à la radio bidirectionnelle qui ne se présentait jamais. Lucie honorait ses histoires d'un hochement de tête poli, d'un demi-sourire, et d'un changement de sujet. Elle fut affectée à la crête et cet automne-là, une arche de terre reculée, lourde de pin et d'une brume persistante. Les affectations étaient arrivées tard ce jeudi, alors que les premières neiges s'accumulaient en paquets sous les arbres, mais l'air lui-même restait étrangement doux pour la saison. Le quart de Lucie commença à l'aube. Elle verrouilla la station, déplia sa carte, glissa son téléphone dans la poche de manche de sa veste et se dirigea vers une série de lacets qui la menèrent au-dessus de la ligne de brouillard. La crête était déserte. La seule compagnie à ces heures-là était celle des corbeaux, leur silhouette nette contre le gris et sa propre respiration régulière. Ce ne fut que lorsqu'elle contourna un virage en épingle à cheveux, le soleil commençant à peine à fendre la vallée d'une lumière pâle, que Lucie remarqua les empreintes. Claires, distinctes et récentes, imprimées dans le sol poussiéreux de poudre le long du bord du sentier. Un autre gardien devait être passé par là avant elle. Elle s'arrêta, consulta sa montre, jeta un coup d'œil en arrière à la carte. Aucun autre car n'avait été affecté à son secteur. Pourtant, l'empreinte était indéniablement celle du service des parcs. La semelle, la taille, la courbe étroite au talon prescrite par les bottes standards. Elle continua, sa curiosité s'aiguisant. Un demi-mille plus loin, Lucie vit un homme sur le sentier, aux épaules larges, portant la veste olive foncée, le chapeau à bord pâle, même l'insigne rectangulaire du service des parcs épinglé sur sa poitrine. Il était tourné dans l'autre sens, et pendant un moment, elle ressentit un soulagement à avoir une compagnie silencieuse dans ces bois solitaires. Lorsqu'elle lança un salut, la posture de l'homme se raidit, mais il ne se retourna pas. Au lieu de cela, il fit un pas de côté, la laissa passer et hocha la tête, son regard fixé sur l'enchevêtrement ombragé d'épicéas à côté du sentier. Elle essaya de parler, d'échanger les banalités qui passaient habituellement entre collègues, mais ses mots moururent alors qu'un frisson la traversait. Elle remarqua quelque chose d'étrange chez lui. La veste semblait trop usée pour un gardien actuel, presque effilochée, et son insigne était étrangement terne, comme s'il avait été manipulé pendant des années de plus que ceux qu'elle avait vus. Les lettres étaient du style d'une génération précédente. Une police avec empattement, pas l'impression en bloc maintenant en usage. Lucie continua. Elle descendit dans un bassin de ruisseau et appela par radio. Le grésillement était fort entre ses notes. Crétet. Lucie, point. Rencontre avec un autre sur la même mission. Numéro de badge illisible.
Confirmez, s'il vous plaît. La réponse de la centrale fut brève. Lucie, il n'y a personne d'autre de enregistré pour votre secteur. Confirmez l'emplacement. Avez-vous vu un visiteur? Lucie répondit, mais la centrale se contenta de répéter qu'elle était seule. Elle se demanda si un membre de l'équipe de maintenance avait été réaffecté sans qu'elle le sache ou si un superviseur avait décidé de faire une vérification surprise. Le reste de sa boucle se déroula sans incident, bien qu'elle ne puisse se défaire de la sensation d'être observée. La forêt semblait plus épaisse, plus dense, comme si une pression dans l'air s'accumulait derrière son dos. De temps en temps, elle apercevait un mouvement à la périphérie de sa vision, un éclat de tissu tend ou la suggestion d'un chapeau à large bord, mais lorsqu'elle se retournait, il n'y avait rien. Le vent mourut et une rare sensation de ne pas être la bienvenue lui parcourut la peau. À midi, elle revint au début du sentier. Son quart terminé, elle entra dans la station des gardiens pour enregistrer sa patrouille. Le quartier général était aussi silencieux qu'elle l'avait laissé. Elle griffonna ses notes dans le registre et posa sa radio. Avant de partir, elle vérifia le moniteur de sécurité, une habitude qu'elle avait développée après une série de cas de vandalisme mineur l'été précédent. Le flux basse résolution scintillait. À l'écran, Lucie se vit entrer seule, ses mouvements vifs et contenus. Mais dans le coin du cadre, il y avait une ombre. Le bord d'une autre figure coincée entre deux lames de store, le bord du chapeau bas, la veste indistincte. Elle remonta à nouveau. Elle entra seule. L'ombre la suivit, son mouvement subtil, comme si la caméra enregistrait à peine sa présence. Une froide angoisse fleurit dans sa poitrine. Lucie vérifia à nouveau les registres de la station pour toute entrée de badge ou de journal qui pourrait expliquer l'homme qu'elle avait vu. Rien ne correspondait. Le lendemain, Lucie aborda son superviseur, ponctuant chaque mot avec la précision de quelqu'un formé à peser soigneusement les preuves. « Je dois déposer un rapport », commença-t-elle. Il y avait un homme sur mon itinéraire de patrouille. Uniforme de gardien, pas sur la liste. La caméra de sécurité a capturé quelque chose d'étrange. Le superviseur haussa un sourcil. Êtes-vous sûr de ne pas être simplement surmené? Pas un bénévole ou un membre du personnel hors service? Nous avons confirmation que vous étiez prévu seul. Lucie poussa l'enregistrement à travers le bureau. Le superviseur regarda en silence pendant un moment, puis hocha la tête, disant seulement, probablement un visiteur capturé par les caméras sous un mauvais angle. Affaire classée. Cette nuit-là, Lucie dormit mal. Elle rêva de brume roulant le long de la crête, de pas qui résonnaient dans des endroits où un son ne devrait pas porter. Au réveil, elle trouva des empreintes boueuses sur le tapis de bienvenue à l'intérieur de son appartement. Elle ne se souvenait pas avoir traîné de la boue. 2 jours plus tard, elle revint sur la même crête pour sa patrouille programmée. Le sentier était de nouveau désert, mais la sensation de pression, de présence juste hors de vue, était plus forte que jamais. À une fourche du sentier, elle examina la poussière à la recherche de nouvelles empreintes. Il n'y en avait aucune. Les bois étaient plus silencieux que d'habitude. Même les corbeaux semblaient avoir abandonné la crête. Lucie marcha plus vite, le cœur battant, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule toutes les quelques minutes. À mi-parcours de la boucle, sa radio s'anima. Le grésillement crépitait. La voix qui parlait était rauque mais familière. Un débit saccadé qu'elle n'avait jamais entendu sur la radio du parc auparavant. « Tu es hors de ton itinéraire, Lucie. » Elle se figea. « Qui est-ce » La transmission fut suivie d'un rire bas, puis du silence. Elle essaya de l'appeler, mais il n'y eut qu'un retour de grésillement, aucune réponse de la centrale. Elle accéléra, les nerfs à vif, observant attentivement ses alentours. À un virage serré, elle aperçut une figure debout dans l'ombre parmi les arbres. Chapeau bas, manche de veste longue, chaque détail correspondait à l'homme qu'elle avait vu 2 jours plus tôt. Il ne bougea pas ni n'appela. Ses mains pendaient à ses côtés, immobiles et étrangement rigides. Même à distance, Lucie pouvait voir que son visage était à la fois familier et faux. Une pâleur cireuse, peu naturelle, les yeux dépourvus de toute lumière. Lucie se força à garder son sang-froid, continuant rigoureusement son chemin sans se mettre à courir. Derrière elle, la forêt semblait avaler tous les sons. Elle ne le revit pas, mais la sensation d'être observée ne la quitta jamais. À la station, Lucie vérifia les registres. Une liste de tous les badges officiels, uniformes, personnels. Il y avait plusieurs noms qu'elle reconnaissait et un qu'elle ne connaissait pas.
Un bout de papier jauni était collé dans un dossier à l'arrière. Harrison R., décédé en 1978, badge de retraite, uniforme rendu. Décédé, mais affecté à ce secteur précis comme gardien principal il y a plus de 40 ans. Lucie hésita avant de parler à un gardien senior. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être seul lors d'une patrouille? Même si les registres disent le contraire? La femme plus âgée hocha la tête d'une manière qui suggérait qu'elle comprenait plus qu'elle ne l'admettrait à voix haute. Certaines parties du parc, tu fais ton travail et tu gardes tes questions pour toi. Le gardien senior répondit. Nous ne parlons plus de la crête. Pas depuis l'accident. Parfois, tu vois un gardien qui n'est pas vraiment là. Il n'est pas censé être ici, mais nous non plus. Et l'équilibre se maintient tant que personne n'essaie d'en savoir plus. Les jours suivants, Lucie trouva son sommeil agité. Son cœur réagissait à tout son inhabituel dans la nuit. Des rapports de randonneurs affluèrent. Toujours les mêmes. Un homme en uniforme, jamais assez proche pour être reconnu, observant silencieusement. Certains décrivaient s'être perdus, pour que l'étranger les guide sans un mot vers le sentier. D'autres parlaient de frissons inexplicables, de voix appelant leur nom, toujours depuis les arbres les plus profonds. Puis, après une semaine, sans autres incidents, Lucie reçut un appel à la maison depuis un numéro masqué. La voix à l'autre bout était creuse. « Rends le badge », dit-elle sans ciller, puis raccrocha. Lucie passa des heures à fouiller ses affaires, mais ne trouva jamais de badge de gardien égaré. Un mois plus tard, Lucie osa retourner sur la crête. Ses devoirs officiels l'appelaient ailleurs, et elle était secrètement reconnaissante de ce changement. Mais les histoires continuèrent. Les gardiens échangeaient des regards inquiets lors des réunions. Une nouvelle recrue affectée à la crête est revenue ébranlée après une rencontre qu'elle refusait de décrire. Un soir, une panne de courant laissa la station dans l'obscurité. Lucie, chargée de verrouiller les registres, remarqua que le dossier avec le nom de Harrison R. manquait sur son étagère. À sa place se trouvait un bulletin du parc vieux de plusieurs décennies. Inscrit en bas se trouvait une écriture inconnue. « Les bois, tu te souviens? Nous aussi. » Lucie demanda une mutation. Après cela, lorsque les formalités furent terminées, elle laissa derrière elle son badge, son uniforme et les clés de la station sur le bureau de son superviseur. Alors qu'elle quittait le parc pour la dernière fois, elle vit dans le rétroviseur une figure au bord du parking. Épaules larges, chapeau bas, veste captant la lumière d'une manière qu'elle reconnaissait. Il leva une main dans ce qui aurait pu être un salut ou un avertissement, puis s'évanouit dans la pénombre. Son ancien collègue parlait parfois d'elle par la suite. Lucie était une gardienne modèle, disait l'un d'eux. Elle faisait tout selon le règlement jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose que le règlement ne couvrait pas. Cet hiver-là, la crête fut temporairement fermée en raison de dégâts causés par une tempête. Les patrouilles furent réaffectées et les registres tenus avec encore plus de soin. Mais ceux qui entraient dans les bois avec des histoires plus anciennes que leurs souvenirs savaient que quelque part, juste hors de vue, marchait un gardien qui n'avait jamais quitté son itinéraire, qui veillait sur les vivants et les perdus, qui porterait à jamais le titre de celui qui n'était pas là. Lucie ne visita plus jamais le parc. Elle garda ses distances, construisant une vie loin des forêts qui lui avaient autrefois semblé si rationnelles. Parfois, les nuits où la brume s'accumulait le long de la route devant sa fenêtre, elle entendait le grésillement d'une radio ou le pas mesuré de bottes sur le gravier. Elle se réveillait et ne trouvait rien, mais elle ne perdait jamais tout à fait la sensation que quelqu'un, quelque part, la gardait en vue, veillant à ce que l'équilibre se maintienne. Elle ne parla jamais de ces derniers mois à ses amis ou à sa famille. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle avait quitté le service, elle répondait simplement que certaines énigmes de la forêt ne sont pas destinées à être résolues. Et si, certains matins brumeux, l'ancienne radio du parc qu'elle gardait comme souvenir s'animait avec du grésillement et une voix inconnue, elle écoutait en silence, le cœur ferme, jusqu'à ce que la transmission retombe dans le calme. Christopher avait appris depuis longtemps que travailler dans les services de dispatch était aussi vital qu'être sur les sentiers. Ces années de patrouille dans les coins reculés du parc lui avaient donné un sixième sens pour les ennuis, une légère tension dans ses entrailles, un déclic intérieur lorsqu'un problème plus grand qu'un simple randonneur perdu ou un arbre abattu rôdait sur le registre quotidien. Mais toute son expérience ne l'avait pas préparé à l'affaire de la voiture brûlée et au secret qu'elle tirerait des ombres. Tout commença par une conduite de routine le long des anciennes routes de service qui serpentaient à travers les ravins les plus sauvages et les plus escarpés, traversant la frontière sud. Christopher fut affecté à l'audit de la signalisation et à la réparation d'un affouillement signalé la semaine précédente.
À la mi-matinée, sa liste de contrôle était presque terminée. Mais alors qu'il contournait un virage serré, quelque chose attira son regard dans les forêts en contrebas. Un éclair de peinture fanée, un reflet métallique presque caché par les buissons et les ronces. Il coupa le moteur et attrapa ses jumelles. Ce qu'il vit le glaça. Une voiture abandonnée depuis longtemps coincée contre des rochers au fond d'un ravin profond. Le toit s'était affaissé. Les panneaux latéraux étaient calcinés. Des années de découvertes macabres avaient rendu Christopher efficace. Il appela la centrale par radio, marqua les coordonnées GPS, et après une descente délicate, il pénétra dans le ravin. La végétation était dense, et l'odeur le frappa en premier, une douceur chimique brûlée persistant plus que la poussière et la mousse. Il se déplaça vers le coffre, gardant instinctivement ses lignes de fuite ouvertes. À l'intérieur, sous l'acier déformé, se trouvaient des os, petits, presque certainement humains, calcinés mais toujours disposés en forme de femme assise. Deux formes plus petites étaient affalées à côté d'elle. Il ressentit le détachement familier s'installer. Pour la énième fois, il se demanda ce que cela signifiait que tant de tragédies soient déterrées dans des lieux destinés à la paix. En quelques heures, la zone était envahie par les unités de réponse. Des officiels du bureau du shérif, des forces de l'ordre de l'État, des cadres du parc, des experts en médecine légale, chacun marquant des preuves, prenant des photos, échangeant des dossiers. Christopher fit sa déposition et se tint à l'écart, connaissant le rythme. Un corps retrouvé signifie que de vieilles blessures se rouvrent. Le numéro d'immatriculation du véhicule était corrodé. Pourtant, en milieu d'après-midi, les autorités confirmèrent le lien. 3 personnes, une femme et 2 enfants, signalés disparus près de 5 mois plus tôt. Leur cas avait fait la une des nouvelles locales, des panneaux d'affichage, des appels désespérés. Maintenant, on disait à Christopher qu'il y avait au moins une première réponse macabre à ce qu'il était advenu d'eux. Pourtant, pour Christopher, la réponse ne répondait pas à assez de questions. Le cas, apprit-il, était étrangement similaire à d'autres qu'il avait rencontrés. Une rapide revue des dossiers avec l'aide d'un détective qui avait autrefois été gardien lui-même révéla 3 disparitions précédentes dans le même secteur, toutes liées à des voitures brûlées cachées ou écrasées dans des terrains reculés. Les détails se répétaient. Des familles ou des voyageurs solitaires disparus pendant des mois. Des véhicules non retrouvés malgré des recherches massives, puis soudainement réapparaissant des années ou des décennies plus tard, presque toujours découverts par le personnel du parc. Les explications officielles défaillances mécaniques, accidents tragiques, crises domestiques ne satisfaisaient jamais le sentiment tenace de travail inachevé. En regardant la voiture, Christopher catalogua chaque détail incongru. Les marques de brûlure étaient des motifs étranges, incohérents avec un simple incendie, comme si la combustion s'était produite par vagues contrôlées plutôt que dans un seul embrasement paniqué. La portière passager s'ouvrait au moindre effort, mais l'intérieur semblait avoir été nettoyé de manière agressive, essuyé de toute empreinte digitale, mais noirci tout de même, comme si le temps et la ruse humaine avaient conspiré ensemble. L'une des ceintures de sécurité à l'arrière manquait, comme si quelqu'un l'avait soigneusement découpée après l'incendie. Dans les jours qui suivirent, Christopher obtint l'accès pour aider à tamiser les preuves. Un privilège pour avoir été le premier à découvrir le véhicule, mais aussi pour sa réputation d'œil méticuleux. Il passa ses soirées dans les archives de la station, examinant non seulement les dossiers, mais aussi les photographies liées de manière morose à chaque affaire non résolue. Chaque image racontait une histoire d'interruption, un détour de voyage, un pique-nique abandonné, une vie coupée dans son arc lumineux. Les similitudes étaient si nombreuses que, lorsque Christopher superposa les anciennes et les nouvelles cartes, il découvrit que les 4 véhicules avaient été découverts dans un rayon de moins de 7 miles. Comme si quelque chose au cœur des bois sélectionnait ces endroits avec une intelligence cruelle. Il s'enfonça dans l'anomalie, tirant des heures tardives et des regards inquiets de ses collègues. Lorsqu'il demanda à voir les registres d'avant son embauche, un gardien à la retraite lui fit plaisir. Un dossier jaune taché de café, son onglet étiqueté « Trouvé non résolu ». En haut se trouvait un article de journal de 1967. Une mère et son fils disparus. Une berline brûlée déterrée des années plus tard par un gardien. Carbonisée au-delà de toute identification positive, mais suggestive dans sa tragique silhouette. Mais le modèle et le numéro de série de la berline indiquaient qu'elle n'aurait pas pu exister en 1967. La première apparition de ce modèle datait de 1974. À un moment donné au fil des années, 2 vérités s'étaient croisées, et maintenant, rien ne s'emboîtait confortablement. Un soir, alors qu'une tempête frappait le toit de la cabane,
Christopher étudia des images satellites, comparant la couverture des arbres et les schémas routiers sur un demi-siècle. Il encercla un virage bas et sinueux du sentier qui apparaissait, puis disparaissait, puis réapparaissait dans chaque relevé de décennies. La rumeur autour du feu de camp parmi les anciens gardiens était que le sol lui-même semblait changer. Une fois un accès de bûcheronnage, plus tard supprimé, reconstruit pour une opération de recherche et sauvetage, réapparut à nouveau comme un couloir utilitaire. Chaque cartographe semblait effacer et redessiner la route comme si la terre elle-même était agitée. Christopher décida de parcourir la zone en personne. Il fit une randonnée en milieu de journée sous un ciel encore gris ardoise de la tempête nocturne. Les heures passèrent alors qu'il se déplaçait à travers les fourrés et les pentes, suivant le chemin de toutes les découvertes de voitures. Ce qui le perturba le plus fut l'absence de vie sauvage. La forêt ici ne semblait ni prospère ni morte, mais simplement fausse. Son silence n'était pas celui de la paix, mais d'une attente inquiète. Il trouva 3 tas de pierres, des monticules irréguliers de la taille de grands chiens éparpillés avec des coins de vieux tissus, du plastique fondu et d'autres débris. Une fois, en frôlant un jeune arbre près d'un tas, il découvrit une piste divergente, des traces de pneus fanés menant nulle part. Au tas le plus éloigné, Christopher trouva la preuve la plus ancienne, une étiquette métallique cachée sous le gravier. Il la ramassa avec des mains gantées. Nettoyée, elle révéla un nom et une date. Un employé de maintenance du parc qui était censé être mort dans un glissement de terrain en 1968. Pourtant, voici que son étiquette se trouvait à quelques mètres du ravin où gisait le plus ancien véhicule disparu. Le responsable de la police scientifique confirma que le nom correspondait au registre de maintenance, mais personne ne pouvait expliquer comment l'étiquette avait voyagé dans le futur. Comme si une main l'avait porté en avant dans le temps. Les rêves de Christian devinrent agités. Des éclairs de lumière de feu, des cris s'élevant vers le ciel et avalés par les arbres sombres, des phares clignotant dans le brouillard. Il se réveilla en réalisant qu'il avait commencé à redouter le trajet passant par ce secteur. Le ravin semblait le narguer, le défiant de déterrer ce que tout le monde laissait enterrer. Un mois plus tard, un autre corps refit surface. Cette fois, non pas par accident ou une recherche, mais grâce à un tuyau d'un randonneur. Des os dispersés dans un vieux creux de racines, des lambeaux de tissu brûlés encore accrochés, une petite voiture jouet serrée entre 2 os de doigts. Cela correspondait également à un rapport de personnes disparues vieux de 30 ans, lié à la zone autour du ravin. Les rumeurs s'amplifièrent parmi le personnel du parc. Certains chuchotaient que des routiers ou des gardiens voyaient des phares fantômes dériver le long du ravin la nuit, remontant des routes qui n'existaient plus. D'autres blâmaient le schéma sur un vagabond, un tueur qui hantait la nature sauvage et utilisait le feu pour effacer ses méfaits. Les employés plus âgés commencèrent à admettre que parfois, des appels radio arrivaient après minuit depuis des numéros non attribués, demandant des secours, coupant toujours avec la même phrase « Ce n'est pas ma voiture ». Christian savait que les explications rationnelles ne suffiraient jamais. Cependant, il ne pouvait pas non plus abandonner la quête d'une réponse logique. Il demanda les notes de clôture à la police de l'État. Les 4 dossiers se terminaient par une ambiguïté tragique. Les preuves indiquaient un homicide, mais l'identité de tout auteur était aussi insaisissable que la cendre. Un soir d'automne, Christian revint au ravin, hanté par ces questions sans réponse. Pourquoi ces tragédies refont-elles toujours surface ici? Pourquoi les chronologies ne correspondent-elles pas? Et pourquoi, parmi tous les gardiens, était-ce toujours lui qui les déterrait? L'air était froid, portant une odeur de feuilles mortes. Alors que la nuit tombait, Christian écouta le silence et l'harmonie presque chuchotée dans les arbres. Il sentit brièvement qu'il n'était pas seul. Sur la berge, des phares s'allumèrent. Christian se retourna, pensant qu'un autre gardien était venu le rejoindre. Mais alors qu'il appelait, les lumières s'estompèrent, et il réalisa qu'elle provenait d'une pente sur l'ancienne route fermée. Une voiture argentée défilait lentement entre les troncs sombres, finissant par disparaître comme si elle avait été écrasée par la brume. L'image résiduelle brûla dans son esprit. Il entendit, pendant un battement de cœur, un rire d'enfant résonner de manière anormale entre les pins. Quand il cligna des yeux, les bois étaient vides. Pourtant, la sensation de présence resta, plus forte que la crainte, presque électrique. Christian partit non pas dans la peur, mais dans la tristesse, avec la certitude profonde que cette dernière rencontre n'était pas pour lui seul, mais un avertissement pour quiconque essayerait de donner un sens à la blessure laissée par des décennies de voyageurs disparus. Il documenta tout cela. Il l'écrivit dans son journal. Il essaya au fil des ans d'expliquer le cycle à ceux qui voulaient bien l'écouter.
Non seulement l'étrangeté physique, mais la manière dont la Terre se souvenait et semblait défier la clôture. Des années plus tard, de nouveaux gardiens se retrouveraient sur la même pente boueuse, soulevant une autre portière de voiture détruite ou posant le pied avec horreur sur du tissu calciné dans la boue. Chaque fois, c'était comme si les conducteurs disparus, les passagers, même les voitures elles-mêmes n'avaient jamais vraiment quitté les lieux, mais étaient toujours piégés, attendant d'être reconnus. La frontière entre la tragédie et le monde d'en haut était perméable dans le ravin. Et Christian, comme ceux qui l'avaient précédé, comprenait que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Il quitta son travail plus âgé, plus silencieux, et parfois, à la retraite, on le rappelait comme consultant lorsqu'un autre véhicule était trouvé. Chaque fois, il conseillait la prudence, le respect et le silence pour les disparus, pour la terre, et pour la blessure particulière qui ne pouvait se refermer tant que ses secrets continuaient de refaire surface. Si on lui demandait ce qu'il pensait en expliquer, il répondait toujours par une seule phrase, écrite en marge de son ancien rapport il y a longtemps, et jamais partagée sauf avec ceux qui écoutaient avec une réelle intention. Certains endroits n'oublient pas, et dans le ravin sud du parc, sous le métal brûlé et les arbres enchevêtrés, les disparus revenaient parfois juste assez longtemps pour qu'un gardien attentif les retrouve à nouveau. Audrey Russell comprenait le langage de la forêt. 20 ans de randonnée, de camping et de bénévolat avec les équipes de recherche et de sauvetage lui avaient appris à lire les messages subtils dans les branches cassées, l'anxiété de la faune dérangée, la qualité du silence qui précède les tempêtes. Lorsqu'elle accepta un poste de gardienne saisonnière dans le parc, elle crut avoir enfin trouvé sa vocation, un endroit où ses instincts pouvaient être formalisés, dignes de confiance et mis à une utilisation significative. Elle se trompait. Tout commença un soir ordinaire à la fin de l'automne. Audrey terminait sa boucle de patrouille, un circuit de 4 miles à travers le système de sentiers inférieurs qu'elle avait parcouru des dizaines de fois. Le soleil se déversait en orange sur la pente ouest, et la température avait commencé à chuter brusquement dans la pénombre. Elle pensait au rapport qu'elle devait rédiger, à l'inventaire des fournitures du pour lundi, au rythme bureaucratique sans fin qui occupait la moitié de son espace mental alors qu'elle aurait dû se concentrer sur la forêt. Elle remarqua l'autre gardien alors qu'elle contournait un virage près du vieux pont de pierre. Il se déplaçait lentement, méthodiquement, son uniforme d'un olive délavé qui semblait appartenir à une autre époque. Son bâton de randonnée était usé jusqu'à être lisse, et quelque chose dans sa démarche n'était pas tout à fait naturel, comme s'il apprenait à marcher dans ce corps plutôt que de l'habiter avec des années de pratique. Audrey lança un salut, professionnel mais chaleureux, comme le font les collègues lorsqu'ils se croisent en service. Le gardien ne se retourna pas immédiatement. Lorsqu'il le fit, son visage affichait quelque chose qu'Audrey ne pouvait pas tout à fait identifier. Un éclair de calcul ou de reconnaissance, ou quelque chose pour lequel elle manquait de mots. Il hocha la tête sans parler, ses yeux s'attardant sur son badge nominatif. « Longue journée ?» demanda-t-il, sa voix mince et délibérée, chaque mot formé avec effort. Audrey répondit automatiquement, remarquant qu'il était sale. De la terre striait son cou et ses mains, ses ongles noircis. Elle lui demanda s'il avait travaillé sur un projet d'entretien des sentiers, mais il se contenta de sourire, l'expression n'atteignant pas ses yeux. Il mentionna son nom à nouveau, sans y être invité, le prononçant avec une intonation qui fit se raidir sa peau. Il dit qu'il savait qu'elle faisait du bon travail, que des gardiens comme elle maintenaient l'honnêteté du système. Il lui dit de ne pas s'inquiéter des rapports déposés en retard, que certaines choses nécessitaient plus de temps que d'autres. Puis il s'écarta, lui faisant signe de passer, son regard la suivant alors qu'elle descendait le sentier. Audrey marcha plus vite qu'elle ne l'avait prévu, consciente de sa présence qui s'éloignait, mais ne la quittant pas vraiment, comme si son attention avait un poids et continuait à peser sur son dos. Elle atteignit le début du sentier et son véhicule, et ce n'est qu'alors qu'elle regarda en arrière. Il n'était pas visible, bien qu'elle s'attende à un certain niveau à ce qu'il soit debout au point précis où elle l'avait vu pour la dernière fois, l'attendant. À la station des gardiens, elle demanda des informations sur l'autre gardien en service. Son superviseur la regarda avec incompréhension. Il n'y a pas d'autre gardien prévu pour les sentiers inférieurs aujourd'hui. Audrey le décrivit, l'uniforme délavé, le bâton de randonnée, sa manière étrange. Le visage de son superviseur devint gris. Il se leva sans parler, se dirigea vers un classeur et en sortit un épais dossier manillé avec des élastiques si vieux qu'il commençait à s'effriter. À l'intérieur se trouvait une photographie imprimée sur un papier qui avait jauni et s'était déformé. Ce gardien, dit son superviseur à voix basse, a travaillé ici en 1987. Il a été licencié cette année-là pour avoir harcelé des randonneuses.
Il faisait des commentaires sur leur apparence, leurs itinéraires, leur routine. Une femme a déposé une plainte officielle. Il a été licencié, privé de ses accréditations. Environ un mois plus tard, il est parti en randonnée sur le sentier et est tombé d'une falaise. La chute faisait probablement 200 pieds. On n'a jamais retrouvé son corps. Audrey sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle regarda à nouveau la photographie. Même uniforme délavé, mêmes yeux pâles et dérangeants. La date sur la photo était 1986. Le nom du gardien était Michael Garrett, ID de gardien 4387, licencié en janvier 1987, présumé décédé en avril 1987. Au cours des semaines suivantes, Audrey devint hyper consciente de chaque ombre dans la forêt, de chaque son qui pourrait indiquer une présence. Elle changea ses horaires de patrouille, modifia ses itinéraires, essaya de se rendre imprévisible. Pourtant, partout où elle allait, elle le voyait parfois, non pas clairement, mais à la périphérie de sa vision, toujours à distance, toujours en train de l'observer. Aucun autre gardien ne signalait de rencontre. Personne d'autre n'avait croisé Michael Garrett sur les sentiers. Puis vint la nuit qui changea tout. Audrey faisait une dernière vérification du périmètre, une tâche qu'elle sautait habituellement, mais l'inconfort était devenu presque insupportable. Alors qu'elle contournait le vieux pont de pierre où elle avait vu le gardien pour la première fois, elle le trouva debout au centre de l'ouvrage, immobile, son uniforme semblant plus solide maintenant, plus présent. Il sourit lorsqu'il la vit et pour la première fois, elle comprit que ce n'était pas une hallucination ou une illusion partagée parmi les gardiens. Quelque chose de réel, aussi impossible que cela puisse paraître, se tenait devant elle. « Je sais que tu passes par ici chaque soir, » dit-il, sa voix portant une nuance de convoitise. « J'ai observé où tu vas. Je connais ton emploi du temps mieux que toi. Je sais que tu es prudente, que tu ne fais pas vraiment confiance à quiconque dans cet endroit. J'aime ça chez toi. Tu comprends la prudence. Tu comprends que la forêt n'est pas aussi sûre que les gens le prétendent. » Audrey recula, sa main se dirigeant vers sa radio. Avant qu'elle ne puisse transmettre, Michael se déplaça avec une vitesse impossible, couvrant la distance entre eux en une enjambée qui violait toutes les lois de la physique. Sa main se referma autour de son poignet, et elle sentit le caractère anormal de sa présence. Froid, mais pas le froid d'un corps exposé aux éléments. Un froid différent, qui semblait émaner de l'absence. « Tu ne devrais pas diffuser de détresse, » chuchota Teil. « Tu ne devrais pas impliquer les autres. Cela ne concerne que nous. J'ai attendu si longtemps quelqu'un comme toi, quelqu'un de conscient, quelqu'un qui ne rejetterait pas ce qu'elle voit. » L'instinct de survie d'Audrey, affûté par 2 décennies d'expérience en milieu sauvage, prit le dessus sur sa paralysie. Elle abattit son talon sur son pied avec force. Son deuxième mouvement fut une frappe nette à sa gorge. Il ne réagit à aucun des 2 coups. Aucun sursaut, aucun recul, aucune indication qu'il avait ressenti quoi que ce soit. Mais sa prise se desserra et cette petite ouverture fut suffisante. Elle courut non pas vers la station, mais plus profondément dans la forêt, utilisant l'obscurité comme couverture, le terrain qu'elle connaissait intimement. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons hurlent. Lorsqu'elle s'arrêta enfin, haletante dans un fourré de végétation dense, elle regarda en arrière et ne vit rien. La forêt autour d'elle était de nouveau ordinaire, juste des arbres et des ombres et les dangers ordinaires de la nature sauvage. Elle revint à la station sur des jambes tremblantes et demanda immédiatement une mutation. Son superviseur n'essaya pas de la convaincre de rester. Il se contenta de hocher la tête, comme s'il avait attendu ce résultat depuis le moment où elle était arrivée. Certains endroits attirent certaines entités, dit-il. Les gardiens qui meurent avec des affaires inachevées restent parfois. Michael n'a jamais été résolu. Il ne pouvait pas réconcilier ce qu'il était devenu avec ce qu'il voulait. Je pense qu'il attend quelqu'un comme toi. Quelqu'un de suffisamment fort pour ne pas disparaître, mais suffisamment observateur pour le voir. Quand tu partiras, il se fondra de nouveau dans les arbres. Audrey partit. Elle prit un poste dans un autre état, travaillant pour un autre système de parc, choisissant délibérément une réserve intérieure loin des sentiers où elle avait rencontré Michael. Mais le souvenir ne la quitta jamais. Les soirs de brouillard, lorsque la brume s'accumulait devant sa fenêtre, elle entendait parfois des pas sur le gravier à proximité. Elle se tendait, la main se dirigeant vers son téléphone, bien qu'elle n'appelle jamais. Des années plus tard, elle reçut un message de son ancien superviseur. Une autre gardienne avait déposé une plainte concernant un gardien nommé Michael, qui la harcelait sur les sentiers inférieurs.
La description correspondait exactement. Le superviseur l'assura que des précautions avaient été prises, que la nouvelle gardienne comprenait le danger, que Michael n'avait pas dépassé le stade de la surveillance. Audrey ne répondit jamais au message. Mais elle l'ajouta à un dossier qu'elle avait commencé à tenir. Un registre des observations, des incidents, des rencontres rapprochées d'autres gardiens dans des parcs à travers le pays. Dans les marges de ses notes, elle écrivit une seule phrase, répétée encore et encore, « Certains prédateurs ne meurent jamais. Ils attendent simplement que de nouvelles proies errent sur leur territoire. » Et dans la forêt profonde où Michael Garrett était tombé, où son corps n'avait jamais été retrouvé, les gardiens continuaient de signaler une figure en uniforme dépassée, marchant sur les sentiers au crépuscule, observant avec des yeux qui ne montraient aucune reconnaissance du temps ou des conséquences. Le service des parcs maintenait un silence officiel sur la question. Mais parmi les gardiens eux-mêmes, une légende chuchotée persistait. Celle du gardien qui ne pouvait pas être licencié, qui n'avait fait que devenir plus dangereux dans la mort, et qui continuerait de hanter les sentiers aussi longtemps que le parc existerait. Stella Kelly avait vu sa part de tragédie au cours de ses années en tant que gardienne de parc. Elle avait été témoin de la douleur tissée à travers la nature sauvage, des enfants séparés de leurs parents, des randonneurs emportés par des précipices cachés, des vies soudainement brisées par le caprice indifférent de la nature. Pourtant, longtemps après que la douleur de ces tragédies se soit estompée, ce sont les histoires qui restaient, celles qui filtraient à travers les fissures des tâches quotidiennes et réémergeaient lors des nuits froides et sans sommeil. Parmi toutes ces histoires, aucune ne l'a hanté autant que la légende de l'enfant noyé. Le lac où Stella travaillait jouissait d'une réputation hantée parmi les gardiens chevronnés. Parfois, elle entendait raconter cette histoire lors des nuits d'orage, transmise des anciens aux nouvelles recrues comme un conte moral destiné à provoquer la prudence, ou peut-être simplement un frisson. Selon la légende, des décennies plus tôt, un gardien avait échoué à enquêter sur les cris d'un enfant près de la rive. Le lendemain matin, ce gardien avait découvert le corps d'une jeune fille échouée parmi les roseaux, pâle et silencieuse. La culpabilité l'avait submergé au point qu'il hantait désormais la rive, attendant une autre chance de réparer son erreur. Certains disaient que le fantôme de l'enfant revenait, non pas pour demander du secours, mais pour exiger vengeance ou reconnaissance. D'autres chuchotaient que quiconque ignorait les cris serait maudit, revenant sans cesse dans ses rêves vers l'eau froide et sans fin. Pour Stella, de telles choses n'étaient que des fictions, peu plus que des moyens élaborés pour remplir les longues heures de service après la tombée de la nuit. Jusqu'au jour où elle entendit la voix elle-même. C'était au début du printemps. L'air collait, humide et gris, à la terre, et la fréquentation des visiteurs n'avait pas encore augmenté avec l'arrivée des campeurs. Stella patrouillait sur le périmètre alors que le brouillard roulait bas, ses bottes laissant des empreintes peu profondes dans la boue. La radio crépitait avec les vérifications de routine jusqu'à la fin de l'après-midi, lorsque des interférences se mêlèrent à un son aigu, aussi fin et perçant qu'un sifflement. Stella s'arrêta et écouta. Le son était indéniable, un enfant appelant à l'aide, une voix non portée par le vent, mais s'élevant étrangement droit depuis le lac. Elle se dit que ce devait être un oiseau ou un cri ludique venu de l'autre côté de l'eau. Pourtant, le cri persista, montant et descendant de manière si convaincante que sa poitrine se serra en réponse. Malgré tout, elle hésita, non par cruauté, mais parce que la voix était si incongrue, si mal adaptée à la rive solitaire du lac au crépuscule. Elle décida de ne pas enquêter, certaine qu'un tour de vent ou de mémoire jouait avec ses sens. Le matin révéla un silence plus profond que d'habitude. De longs rayons perçaient la brume, et Stella fit sa promenade habituelle le long de la rive sud. Là, emmêlée dans les mauvaises herbes et la vase, elle trouva ce qui ressemblait à un petit paquet pâle. Le cœur battant, elle se précipita et tira le corps sur le sable. C'était un enfant, une fille, molle et trempée dans une robe à l'ancienne, les traits illuminés d'une étrange sorte de paix. Stella appela à l'aide, sa voix se brisant alors qu'elle commençait les manœuvres de réanimation. Les yeux de l'enfant s'ouvrirent un instant. Pendant un moment, l'espoir s'embrasa dans le cœur de Stella. Mais les yeux qui la fixaient ne clignaient pas, ne bougeaient pas, ni la poitrine ne se soulevait pour respirer. Le visage se tordit en un sourire mince et vitreux. Lorsque les secours arrivèrent, Stella avait recouvert le corps de sa veste, incapable d'expliquer ce qu'elle avait vu. L'incident ne suscita qu'un intérêt passager de la part des autorités. Le corps, bien que petit et récemment noyé, ne correspondait à aucun signalement de personnes disparues récent. Les locaux en parlèrent pendant une semaine ou deux, puis leur vie continuèrent, comme elles le font toujours. Mais le souvenir pesait lourd dans l'esprit de Stella, comme une blessure mal cicatrisée. Une semaine passa.
Stella reprit son service, hantée par un malaise. Un soir, alors qu'elle terminait son quart, 2 gardiens plus âgés, tous 2 proches de la retraite, vinrent la trouver. Ils lui demandèrent si elle avait entendu quelque chose d'étrange au lac avant de trouver la fille. Lorsqu'elle leur parla des cris et de son hésitation à vérifier, les 2 hommes échangèrent des regards sombres. Ils expliquèrent calmement que cela s'était déjà produit. La même enfant, la même forme noyée était apparue au fil des décennies, toujours après une nuit où un gardien ou un passager avait ignoré les cris venant de l'eau. La fille était connue par son nom parmi ceux qui avaient travaillé le plus longtemps dans la région. Sa disparition était le sujet d'une légende locale. Une recherche avait été menée dans les années 1970, avec des efforts vains pour peigner les bois et draguer le lac, mais rien n'avait été trouvé. Pourtant, l'histoire refaisait surface tous les quelques années, comme un avertissement chuchoté attendant de nouvelles oreilles. Stella commença à se sentir observée pendant son service près du lac. Lorsque la nuit tombait, elle entendait des rires là où il n'aurait dû y avoir que les appels des grenouilles. Des ombres se rassemblaient à la surface, et des rilles coupaient l'eau là où aucun bateau ou brise n'était passé. Parfois, elle apercevait de petites empreintes de pas dans la rosée, menant depuis le bord de l'eau et disparaissant brusquement, comme si un enfant s'était aventuré et s'était simplement fondu dans la brume. Intriguée et troublée, Stella demanda l'accès aux anciens dossiers. Elle découvrit des coupures de journaux jaunis, non seulement sur la fille originale, mais aussi sur d'autres disparitions. Les noms changeaient, mais les faits de base se répétaient. Chaque fois, un enfant vu pour la dernière fois errant près du lac. Chaque corps découvert après des nuits où les cris avaient été ignorés ou mis en doute. C'était comme si le lac exigeait un tribut de négligence, répondant au silence par la tragédie. Ses rêves devinrent tumultueux. Stella voyait l'enfant, parfois essayant de l'appeler, parfois entraîné vers le bas par des mains invisibles dans l'eau. Elle visita la bibliothèque locale lors de ses jours de congé, espérant découvrir quelque chose qui pourrait briser le cycle. Elle tomba sur une référence à une vieille superstition: si vous rendez les perdus à l'eau et prononcez leur nom à haute voix, une malédiction peut se lever, mais seulement si votre cœur est exempt de culpabilité. Un matin, après une nuit particulièrement agitée, Stella se réveilla au son de pleurs, cette fois plus proches, provenant de son porche, comme si quelqu'un se tenait devant sa porte. Elle se précipita dehors, une lampe torche à la main. Il y avait des empreintes de pas mouillées sur les marches. Elle s'arrêtait à sa porte et nulle part ailleurs. Sa gorge se serra de peur, mais il n'y avait personne. Cette nuit-là, elle contacta les 2 gardiens plus âgés, cherchant une sorte d'explication ou de rituel pour mettre fin à la hantise. Ils la rencontrèrent sur la rive après minuit. L'eau était noire comme de l'obsidienne, la lune cachée derrière un rideau de nuages. « Tu ne peux pas sauver ce qui est déjà perdu », lui dit un gardien. « Mais tu peux témoigner. Laisse le lac avoir ce qu'il veut, un nom rappelé, une histoire racontée. C'est tout ce que tu peux donner. » Suivant ce conseil, Stella retourna au bord de l'eau cette nuit-là et prononça à haute voix le nom de la fille perdue. Elle raconta toute son histoire, la peur, la culpabilité, comment elle avait voulu aider mais avait hésité. L'air était immobile alors qu'elle parlait, les eaux sombres retenant ses mots comme si elle les buvait. À l'approche de l'aube, le brouillard se leva doucement, et pour la première fois depuis des semaines, le lac semblait en paix. Il n'y avait plus de cris dans la brume, plus d'ombre sur l'eau, seulement le silence patient de la nature rendu à son calme. Pour la première fois depuis l'incident, Stella dormit profondément, sans rêve. Mais le sentiment de répit ne dura pas. Plusieurs mois plus tard, une jeune stagiaire de l'autre côté du lac entendit des sanglots au crépusculé, comme Stella, les ignora. Le lendemain matin, la routine revint. L'écho, la découverte, le rituel. Le cycle, semblait-il, ne pouvait être totalement brisé, seulement atténué pour un temps. Stella poursuivit sa carrière, désormais toujours attentive aux limites de ses sens, toujours méfiante près de l'eau. Elle n'ignora jamais plus un cri inexpliqué. Elle apprit aux nouveaux gardiens à être vigilants non seulement face aux dangers animaux ou aux randonneurs perdus, mais aussi face à ceux qui pouvaient se cacher dans les légendes. Elle raconta la légende à ceux qui voulaient bien écouter, sachant que mépriser le folklore pouvait parfois coûter plus cher que quiconque n'était prêt à payer. Des années plus tard, un enfant disparut dans une autre section de la forêt. Lors d'une nuit où les tempêtes fouettaient le lac et où le vent hurlait à travers les arbres, les gardiens se rassemblèrent pour chercher, et Stella se joignit à eux, le cœur lourd. À travers la pluie, elle entendit son nom appelé doucement depuis les roseaux. Une voix d'enfant, douce et terriblement consciente. «
Elle mena son équipe vers l'endroit et ensemble, ils trouvèrent la fille, perdue mais vivante, recroquevillée entre deux racines, bleue de froid mais respirant. Personne ne put expliquer ce qui avait attiré Stella à cet endroit précis. Elle ne dit jamais à personne la voie qui l'avait guidée depuis son sommeil jusqu'au bord de l'eau. Parfois, au crépuscule, Stella jurait voir une figure debout dans les bas-fonds, légère comme la brume, vêtue d'une robe à l'ancienne. La figure ne s'approchait ni ne parlait jamais, mais sa présence n'était pas menaçante. Elle semblait plutôt une gardienne, maintenant une vigilance attentive, s'assurant que la mémoire ne se contracte pas en nombre. Avec le temps, les occurrences diminuèrent. Peut-être, pensait Stella, les morts du lac ne désirent-ils pas tant la vengeance que la reconnaissance. Même la tragédie s'estompe lorsqu'elle est partagée. Elle passa près de 2 décennies au lac. Chaque année, un témoignage de vigilance silencieuse et du prix de la négligence, même involontaire. La légende de l'enfant noyé resta, transmise de gardien en gardien dans la marche cyclique lente du temps, une trêve inconfortable entre les vivants et les perdus. Stella en vint à croire que la véritable horreur ne résidait pas dans la confrontation de quelque chose de surnaturel, mais dans la réalisation de la facilité avec laquelle l'inaction quotidienne pouvait engendrer la tragédie. Comment le silence accordait aux légendes et aux pertes leur pouvoir. Elle n'entendit plus jamais les cris, mais elle regarda et écouta. Et longtemps après que Stella soit partie pour une nouvelle vie, de nouveaux gardiens entendirent encore les histoires. Certains entendirent la voix et l'ignorèrent. D'autres la suivirent pour ne trouver que de la brume et des frissons. Mais pour ceux qui écoutèrent et se souvinrent, le lac resta un lieu à la fois hanté et sacré. Un témoignage du fait que certains esprits ne se reposeront que lorsque leur histoire sera racontée à haute voix, encore et encore, pour ceux qui osent écouter.